Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Philippe, bonjour Medoun, que l'on ne voit pas mais qui est juste à côté de Philippe. Bonjour à tous. Merci, Soyez les bienvenus au Sénégal. merci. Ouais, on a vraiment besoin de soleil. Ici en Bretagne, enfin, sur Rennes en tout cas, c'est pluie et froid. Envoyez-nous du soleil. Donc, bienvenue pour ce nouveau webinaire sur les actus Covid-19 au Sénégal cet après-midi. L'objectif de ce webinaire, contrairement aux réunions d'information sectorielles que vous propose BCI habituellement, ce n'est pas de vous dresser un grand panorama sur tel ou tel secteur et les opportunités qu'il génère pour vous, entreprises bretonnes, au Sénégal, mais c'est bel et bien de vous proposer là une photo à l'instant T de la situation économique au Sénégal en situation de Covid-19, dans cette situation de crise et de pandémie. Donc, l'objectif, c'était vraiment d'être pragmatique, de vous apporter des réponses de terrain grâce à notre prestataire agréé, grâce à Philippe et à Medoun. Répondre à vos problématiques et à vos questions précises. Vous étiez plusieurs à nous poser les mêmes questions. Les questions, quel que soit le pays, reviennent un petit peu toujours à l'identique, à savoir quelle est la situation économique, quelle est la situation de votre secteur, comment se porte-t-il en cette période de crise. Quelle est la situation au niveau logistique pour l'envoi des marchandises? Est-ce qu'il y a des retards? Est-ce qu'il y a des procédures particulières? Est-ce que des choses ont changé dans la réglementation? Où en sont également les déplacements des personnes au Sénégal? Est-ce qu'il y a des quarantaines? Est-ce que les frontières sont réouvertes ou pas? Donc, on va balayer toutes ces questions-là. Et puis d'autres questions diverses que vous verrez au fur et à mesure du webinaire que vous nous avez posées et auxquelles donc on va s'efforcer de vous répondre en détail. Un petit rappel sur le fonctionnement du webinaire, donc vous pouvez nous voir et nous entendre. Le webinaire est enregistré, ce qui permettra aux gens qui n'ont pas pu s'inscrire cet après-midi de le voir en podcast par la suite sur le site de BCI, sur la plateforme BCI Info. N'hésitez pas à intervenir pendant le webinaire, ça se veut interactif, donc n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Vous pouvez le faire par écrit avec le petit module questions-réponses ou bien avec le chat. Libre à vous de choisir l'outil que vous préférez. Vous pouvez aussi solliciter la parole. Je peux activer vos micros si vous le souhaitez, si c'est plus facile pour vous d'échanger de vive voix. Surtout, n'hésitez pas à le demander. Vous pouvez le faire également avec le petit module que permet Zoom. Donc, interagissez, partagez vos expériences et c'est important aussi que chacun raconte son histoire sur le Sénégal. L'expérience des uns sert toujours aux autres, donc n'hésitez vraiment pas. Et encore une fois, ça se veut vraiment interactif. Je vais passer très brièvement sur la présentation de BCI. La plupart d'entre vous nous connaissent déjà. Comme vous le savez, on est une association financée par le Conseil régional de Bretagne et la CCI Bretagne. On a une équipe à votre disposition basée en Bretagne, une équipe de chargés d'affaires, de chargés de développement à l'international. Et on s'appuie également sur un réseau précieux de prestataires agréés à l'étranger. On en a plus de 200 basés dans plus de 100 pays. Et parmi ce réseau, donc, il y a la société CEMO, dont Philippe est le dirigeant et le fondateur. Donc, CEMO, c'est une entreprise privée basée à Dakar. Le siège est à Dakar. Il y a aussi différents bureaux de représentation dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, avec nous cet après-midi, nous avons Philippe et Medoun, qui est expert industriel et qui représente le bureau CEMO à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous retrouverez toutes les coordonnées de Philippe et Medoun à la fin de cette présentation. Alors, pas de stress sur la prise de notes. Comme à mon habitude, je vous envoie cette présentation à la fin du webinaire. Donc, vous retrouverez tout ce qui s'est dit, plus quelques notes que j'aurais prises au fil de l'eau pendant le webinaire et que je rajouterai à la présentation. Je vous enverrai tout ça une fois que le webinaire aura eu lieu. On va rentrer directement dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Alors, avant cela, tout de même, je vous ai reporté ici, j'espère que tout le monde voit bien les slides qui sont donc en partage.
la limite du webinaire, même si on s'est efforcé pendant cette crise, pendant ce confinement, de vous proposer plein de services et de continuer à vous proposer donc des réunions d'information sous forme de webinaire, la petite limite, c'est que vous ne pouvez pas échanger entre vous et réseauter comme il se doit. Donc, je vous ai mis ici la liste des entreprises qui sont inscrites cet après-midi, de manière à ce que vous puissiez échanger vos expériences, échanger vos problématiques aussi, et puis échanger entre vous et réseauter par la suite. Donc, les différents points qui vont être abordés pendant ce webinaire, ce sont les mêmes que lors des précédents webinaires Actu Covid sur d'autres pays. On va d'abord faire un état des lieux et dresser un historique de la crise. Philippe vous fera une photo donc à aujourd'hui de la situation actuelle, quel impact la crise a eu sur l'économie. On abordera aussi l'impact donc sur la logistique et le déplacement des personnes au Sénégal. On verra quelles mesures gouvernementales ont été prises pour soutenir les entreprises et aussi les consommateurs. On abordera quelques points sectoriels en rapport à vos activités respectives, à vous, participants de ce webinaire. Et puis, on balayera donc toutes les questions que vous nous avez posées et on y répondra en direct. Encore une fois, si d'autres questions vous viennent pendant le webinaire ou si vous souhaitez réagir à ce que Philippe et Medoun vont dire au fur et à mesure de l'exposé, n'hésitez surtout pas. Je te laisse la parole, Philippe, pour démarrer sur la situation, l'état des lieux sur la situation du Covid à aujourd'hui. Okay, merci Karen. Bonjour à tous et à toutes. Donc, vous avez sur ce slide 3 informations, sachant que le Covid chez nous a démarré, j'allais dire, plus tardivement que ce qu'on a connu en Europe notamment et en France, puisque au Sénégal, le premier cas a été déclaré le 2 mars précisément. Donc on maintient un niveau relativement faible, parce que vous pouvez le constater, on a 5247 cas à la date du 16. Alors nous, on est par contre en période d'augmentation du nombre de cas recensés. La raison principale en réalité, c'est qu'on a démarré tardivement les tests. Et comme on a augmenté de manière drastique le nombre de tests, ce qui n'avait pas été le cas du tout au début du mois de mars, eh bien, le nombre de cas déclarés augmente de manière très importante. En juin, vous pouvez constater sur les deux autres comment dirais-je, les 2 autres parties de l'histogramme, en réalité, on a un nombre extrêmement important de nombre de cas guéris, puisqu'on a à peu près pas loin de 52% de cas guéris, et pour un nombre de décès toujours trop important, mais somme toute qui reste extrêmement contraint, puisqu'on ne déplore que 70 cas, que 70 décès à ce jour, ce qui est loin d'être le cas en Europe notamment, en France et dans les pays asiatiques notamment, et comme c'est le cas en ce moment en Amérique du Sud, si mes informations sont... Oui, tout à fait. Alors, à ce sujet-là, ce que je peux dire, Karen, si on peut juste... Voilà, ce que je peux dire, je fais un petit coucou à l'hydrochloroquine. Je ne suis pas du tout dans la partie médicale. Ce que je peux dire en revanche, c'est que chez nous, ici, la thérapie a été immédiatement adaptée à la situation et que l'hydrochloroquine fait partie de ce qui est de manière précisément prescrit de manière précise. Pardon, excusez-moi. D'accord. Voilà. Donc ici, tout le monde consomme de l'hydrochloroquine. À partir du moment où vous êtes déclaré, vous êtes mis sous traitement hydrochloroquine, que vous soyez donc chez vous ou bien que vous soyez pris en charge sur des sites spécifiques, parce qu'il y a des sites spécifiques qui ont été donc entre guillemets des solutions d'isolement, si je puis dire, pour le traitement des personnes atteintes. Voilà, donc ça c'est ce qui explique ça. On verra par la suite, donc peut-être sur les autres slides, il y a des mesures qui ont été prises également, qui ne sont pas des mesures de confinement, mais on y reviendra plus tard. On y reviendra plus tard, oui. Puisque ici, on est maintenant sur la notion donc, de l'économie. Donc, les exportations françaises vers le Sénégal ont été en augmentation de 30% sur l'année, donc la différence entre 2018 et 2019, alors qu'en revanche, donc les importations françaises ou les exportations chez nous vers la France ont diminué sur la même période d'environ moins 12%. Voilà, donc vous avez un solde commercial très bénéfique pour la France vis-à-vis du Sénégal d'environ
36 à 37%. Ce qui est donc les exportations françaises, c'est assez classique. Hein. Pour tous ceux qui suivent le Sénégal et les échanges bilatéraux, je ne vous apprends pas grand-chose. C'est ce qui existe depuis de nombreuses années. Bien sûr, tout ce qui est équipement mécanique, tous les matériaux électroniques et informatiques, tout ce qui est matériel de transport et les produits pharmaceutiques. On a je crois que c'est Biogarant qui est en train de s'installer. Je donne des informations au fur et à mesure, hein, Karen. Oui, oui, bien sûr. Voilà, on a Biogarant qui vient de finaliser dernier trimestre 2019 son implantation ici dans des relations commerciales exclusivement, donc de réseau de distribution. Voilà. Et ceux qui sortent du Sénégal pour aller vers la France, j'allais dire comme d'habitude, habituellement sont plutôt ce qu'on appelle des matières premières, donc à travers les produits agricoles, sylvicoles, pêche et aquaculture. Les produits de base pour l'agroalimentaire et les hydrocarbures naturels et les autres produits extractifs. On a beaucoup ici, c'est quoi les deux? Phosphate, c'est phosphorique, avec les services de chimie du Sénégal. On ne vous entend pas bien, Medoun. Je parlais un peu de tout ce qui est au niveau des industries extractives. Je parlais de tout ce qui est phosphate, de l'or, et puis quoi encore, l'acide phosphorique. Et puis, en gros, c'est tout là qui vient se rajouter sur ce que M. Corrier venait de dire. D'accord. Voilà. Pour ce qui est de la partie pétrole, puisqu'on est sur la partie donc, des hydrocarbures naturels, etc., vous êtes sans doute tous informés qu'il y a beaucoup de communication sur ce sujet. Une manne d'or noir a été découverte au large du Sénégal, sur la frontière mauritano-sénégalaise. Et la situation Covid ne fait que retarder l'exploitation de ces réserves. Voilà. En tout cas, le pétrole et le gaz naturel sont au Sénégal, certes, mais dans toute notre sous-région. Ce qu'on appelle la sous-région, en fait, c'est plutôt le centre UMOA. On a donc des réserves pétrolières qui ont été découvertes. 3 pays qui les exploitent déjà, Côte d'Ivoire, Ghana et Guinée, et les autres qui vont l'exploiter. On est en pleine exploration à ce jour. Voilà. D'accord. Vous pouvez rajouter sur cette partie donc, des importations françaises de manière très, très précise et très conjoncturelle. En revanche, tous ces projets sont des projets qui sont repoussés à 1 ou 2 ans en fonction, donc, comme vous le savez, de la situation actuelle. Merci. Alors ensuite, l'évolution du commerce bilatéral, justement, de ce commerce bilatéral. Alors, ce qu'on constate effectivement de manière assez claire sur ce diagramme, sur cette courbe, c'est déjà, on voit bien la différence, la différence importante entre ce qui vient de France en Afrique et ce qui part de l'Afrique vers la France. Ça, c'est la première chose. On voit que la courbe, depuis 2 ans, est en augmentation pour les exportations françaises. Excusez-moi, j'ai une petite gymnastique à faire parce que d'habitude, je parle toujours pour le Sénégal. Alors que là, je pense pour mes congénères français, donc cette petite gymnastique. Effectivement, donc, les exportations françaises vers le Sénégal sont en augmentation, alors que les importations françaises, elles, sont relativement stables. On a voulu ajouter sur ce slide la notion d'investissement direct étranger qui, somme toute, nous paraît importante dans la mesure où, lorsque je dois me positionner dans un pays, il est peut-être aussi intéressant de voir quel est le stock justement de ces investissements directs étrangers, notamment français au Sénégal. Donc, il y a une baisse assez consécutive depuis environ 1 ou 2 ans sur les investissements directs étrangers. Pour autant, nos pays ici restent extrêmement attractifs. On va voir sur la slide qui va suivre, notamment au regard des PIB. Voilà, merci Karen.
puisqu'on voit bien que sur les chiffres qui apparaissent pour nous encore, alors sur ce slide, on a tenu à ce que ce soit le PIB réel et pas le PIB classique qui apparaisse, qui est donc légèrement inférieur aux notions de PIB qu'on a l'habitude d'arriver en général. On a pris ça sur le site du FMI, je crois. Hein. Voilà. Donc, des chiffres qui, pour les entrepreneurs français, sont relativement conséquents, puisqu'on voit qu'on a un PIB réel qui varie de 2017 à quasiment plus de 7%, avec un PIB 2019 qui avoisine les 6%. À ce jour, les différentes organisations, qu'elles soient internationales, donc de type Banque mondiale, FMI, régionales, type AFD, UMOA, CEDEAO et autres, s'entendent globalement pour dire qu'on devrait osciller entre 2 à 3% pour l'année 2020. Sans catastrophe, ça veut dire sans augmentation exponentielle de la situation de pandémie. Voilà à peu près ce sur quoi on peut tabler pour l'année 2020. D'accord. En revanche, le rebond est là encore de manière collégiale dans toutes les organisations auxquelles j'ai fait référence tout à l'heure. Tout le monde s'entend pour dire qu'on avoisinera quasiment les 6% en termes de rebond sur l'année 2021. Je rappelle que j'évoquais tout à l'heure que malheureusement les prévisions d'exploitation de la ressource pétrolière a été décalée, donc elle n'est pas inclue dans ce PIB pour l'année 2021. Voilà ce que je peux vous dire. Bien sûr, de manière générale, oui. Oui, la France reste une ancienne colonie. Donc historiquement, on a toujours une bonne position en matière de fournisseurs pour le Sénégal, mais cette position, elle est mise en danger d'année en année. On était sur des chiffres bien plus importants il y a encore. Moi, je suis là depuis 1997. On était vraiment, excusez-moi l'expression, on était les rois du pétrole en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique de l'Ouest. Les actions menées par les différentes communautés nationales, chinoises, turques, britanniques aujourd'hui, dis-moi si j'ai des trous. Là, c'est ouvert, tout le monde est dedans. Font qu'on perd en réalité notre capacité de fournir, de maintenir nos parts de marché. Pour autant, nous sommes toujours numéro 1 avec environ 20% donc de position sur la fourniture de ce qu'on apporte au Sénégal. Quelles sont les perspectives pour à court terme? C'est ce que j'allais proposer, qu'on en vienne tout de suite sur les perspectives. Alors, la semaine prochaine, c'est une question vraiment piège pour le coup. On est bien incapable de vous dire… je rappelle juste pour resituer que, donc, premièrement, la pandémie est arrivée tardivement, mars, et que depuis environ maintenant un mois, on voit notre situation de cas déclarés augmenter, pour ne pas dire exploser. Donc, cette situation est relativement récente, même si on maintient de manière très importante, on contraint cette maladie et qu'on ne constate pas une évolution en termes de décès. Malgré tout, cette situation donc, est évolutive et donc la situation qui avait été mise en place dès le 23 mars, c'est-à-dire l'ouverture de l'état d'urgence, avec tout un tas de mesures qui se sont donc appliquées, ont été levées partiellement. Notamment, la notion de couvre-feu a été assouplie. On avait un couvre-feu qui courait jusqu'à il y a quelques jours de 20h à 6h le matin. Et aujourd'hui, depuis environ une semaine, on est de 23h à 5h du matin. Donc on voit ces mesures s'assouplir. Également, les transports interrégionaux ont été également rouverts, ce qui veut dire que depuis environ une dizaine de jours, quand vous êtes à Dakar, vous pouvez aujourd'hui aisément, sans demander des autorisations spéciales, vous déplacer dans les autres régions du Sénégal. Ça, c'est très récent.
voilà ce qu'on peut dire comme étant les acquis, j'allais dire, hein, des situations, j'allais dire, de mesures restrictives. Ceci étant, dans les semaines prochaines, j'avoue que la question est un Oui, peu évidemment, complexe. là, c'est du très court terme pour le coup. Ouais, ce qu'on peut vous dire en revanche, c'est que de nouveau, les rues sont animées. Dakar, de 20h jusqu'à 23h, tout le monde va au restaurant. La vie a repris son cours de manière assez normale. Donc, on a effectivement noté que dans quelques semaines, fin juin, normalement, il est prévu la réouverture des écoles, des frontières, etc., etc. Donc ça, en tout cas, c'est ce qu'on peut vous dire, mais il est bon de noter que contrairement à ce que nous avons compris des mesures qui sont prises dans d'autres pays du monde, où les informations préalables sont relativement bien respectées, on a plutôt, j'allais dire ici, un pilotage au jour le jour, en fait. Il y a des prévisions qui sont données, mais sous l'impact notamment des phénomènes sociaux de rue, il est possible que les États sont relativement en relation directe avec ce qui se passe dans la rue, et les mouvements sociaux sont extrêmement suivis de près et peuvent assez rapidement être remis en cause. Je vais prendre l'exemple de la réouverture des écoles. Il avait été prévu que depuis une dizaine de jours, les écoles soient réouvertes. Et bien, sous la pression de la rue, sous les nouveaux indicateurs effectivement d'augmentation des cas déclarés, eh bien, le jour même, c'est-à-dire le 2 juin, le jour donc, de la réouverture, on a su le lendemain, en réalité, donc le 3, que le gouvernement a fait marche arrière. Voilà dans quel environnement nous situons. Raison pour laquelle on est bien embarrassé à vous dire quelles sont les perspectives concrètes dans les semaines à venir. Il nous a semblé peut-être plus opportun de vous dire qu'effectivement, les choses sont beaucoup plus ouvertes aujourd'hui, beaucoup plus faciles. Également, donc, les administrations sont ouvertes, les tribunaux ont de nouveau ouvert depuis la semaine, depuis mardi. Donc aujourd'hui, les tribunaux sont ouverts. En ce qui concerne donc les restaurants, les hôtels, c'est ouvert également. On a beaucoup de sociétés dans le domaine HoReCa qui se posent la question. Tout à fait. Les restaurants sont ouverts puisque effectivement le couvre-feu a permis à ces officines, donc à ces commerces de rue, de pouvoir accueillir des clients, ne serait-ce que parce qu'il était impossible de rentrer dans un restaurant quand le restaurant devait obligatoirement fermer à 20h. Donc il n'y avait pas d'obligation à l'époque de fermer les restaurants. C'est que de toute façon, un restaurant ne pouvait pas accueillir quelqu'un avant 20h. Après 20h, pardon. Voilà. Mais les restaurants sont restés ouverts avec comment on appelle ça, des consignes à respecter, 1,50 m, des distanciations sociales, 1,50 m à respecter. Ça a généré des gros problèmes dans les transports en commun. Donc les bus à l'intérieur des villes, hein, et non pas intra-régionales, parce que celles-ci viennent de rouvrir, pendant toute cette période ne pouvaient pas accepter plus de 50% de leur capacité, etc. etc. Mais depuis quelques jours, tout cela est beaucoup plus facile et permet également de prévoir la fête qui ne va pas tarder d'être faite, parce que comme vous le savez ici, 95% de la population est musulmane et la fête de l'Aïd donc, sera fêtée comme c'est le cas tous les ans. D'accord. On a une question de Nasser sur les… Savez-vous dans quelle mesure Air Sénégal est prête à reprendre ses vols? Les vols internes sont lancés, quid de l'externe? Alors, toute cette partie transport aérien, Nasser, on va y venir dans les slides qui suivent. Il y a toute une partie sur le transport, le déplacement des personnes. Donc, on va répondre à cette question un petit peu plus tard, si vous voulez. OK. Ce qu'on a voulu vous dire, en ce qui nous concerne, il se trouve qu'on a peu de concurrence en termes de sociétés d'accompagnement à l'international ici. On a vu un très très fort regain, c'est ce qu'on a noté à la fin, pour vous dire un peu ce qui se passe également au point de vue économique.
C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'entreprises françaises, mais pas que, nous solliciter pour effectivement regarder ce qui est possible de faire au niveau des démarchages commerciaux. Ça, c'est une réalité en tout cas. D'accord. Ouais, ça n'a pas Moi, je suis ici depuis 1997. Nous n'avons jamais été aussi sollicités que c'est le cas depuis environ 3 semaines. On peut peut-être passer, voilà, donc ça c'est la statistique du mois d'avril, donc la statistique du commerce extérieur. On voit bien qu'effectivement, il y a une grosse différence entre les importations et les exportations. Mais je crois que ça, Karen, on aura une information plus précise, je crois, plus tard, où on apportera des éléments plus consistants. Voilà. Alors, je répète, le 2 mars, il y a eu une déclaration donc, de couvre-feu, de première pandémie, et le 23 mars, déclaration officielle d'état d'urgence, avec toutes les mesures, etc., qui ont été prises. Dans la semaine qui a suivi, il y a un plan de relance qui a été mis en place, qui s'est appelé le plan de résilience, qui a eu 4 fondamentaux. On va ensuite développer plus précisément. Donc, bien évidemment, qui touche la partie santé, la partie sociale, interne, c'est-à-dire pour les ressortissants sénégalais résidents au Sénégal, mais également pour la diaspora, qui est très importante. Amener de la stabilité macroéconomique et financière donc pour maintenir le secteur privé notamment, avec pour objectif de maintenir les emplois, et l'approvisionnement donc régulier en hydrocarbures, les produits médicaux, donc permettre en fait au pays de maintenir une activité au minimum sociale. Voilà. Je propose qu'on vienne sur la présentation de tout ça. Donc là, on a des enveloppes. On va avoir des difficultés à vous garantir que toutes ces enveloppes ont été, comment dirais-je, octroyées. On a eu c'est beaucoup plus difficile d'obtenir le niveau de décaissement, mais en tout cas, les 2 choses. Premièrement, les bailleurs historiques, FMI et autres, ont véritablement abondé dans ce sens, mais pas que. Les entreprises locales, mais également les entreprises internationales se sont également beaucoup mobilisées pour abonder dans ce programme de résilience qui avait été fixé par l'État à hauteur de 1 000 milliards de francs CFA. Je referme cette parenthèse. Donc, soutien au secteur de santé. Une grosse partie, en tout cas, logiquement, a été déboursée puisqu'on a vu des postes de santé locaux être mis en place. On a aujourd'hui donc une forte capacité de test qui est déployée. Et puis, je répète, une thérapie hydrochloroquine systématique à partir du moment où vous êtes testé positif, vous êtes mis en quarantaine, vous êtes isolé et vous êtes traité de manière systématique. Les systèmes de l'État ont été beaucoup mobilisés sur la livraison des produits alimentaires de base, notamment le riz, l'huile, les produits vraiment de première nécessité, qui ont été déployés donc, à travers les différentes régions du pays. Ça a mobilisé énormément de personnel de l'administration. J'évoquais tout à l'heure effectivement la notion de diaspora, qui est une particularité africaine, mais ça encore une fois je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. De la même manière, une grosse partie de la diaspora donc, a vu les montants qui leur ont été alloués à travers les représentations consulaires dans les différents pays, dont la France, puisqu'il y a une forte population sénégalaise en France. Une spécificité pour les populations les plus pauvres, si je puis dire, en tout cas les plus touchées, ça a été le paiement des factures d'eau et d'électricité. Donc il y a des tranches sociales, ce n'est pas le cas qui ont été sur lesquelles l'État a directement abondé pour pouvoir régler ces problématiques quotidiennes pour faciliter le confort résidentiel. Alors, au point de vue de la fiscalité, il y a une remise partielle de la dette fiscale dont nous-mêmes nous avons bénéficié avec des contraintes spécifiques, des catégories d'entreprises qui ont pu en bénéficier. Tout ça est reporté globalement, si vous voulez, au niveau de l'impôt avec une date au 1er juillet. Au 15 juillet, pardon, merci. Avec une date donc au 15 juillet. Donc, pas d'obligation de déclaration.
et un report même de déclaration de TVA. Et globalement, si vous voulez, on fera le bilan le 15. Pour tout vous dire, d'une manière tout à fait procédurale, on est aujourd'hui dans la totale incompréhension. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Mais c'est une réalité. Ce qui n'empêche que toutes les sociétés, les grosses entreprises, celles qu'on catégorise comme les grosses entreprises, elles ont dû s'acquitter de toutes ces démarches et ont même dû payer en avance. Ça a été une incitation, pas une obligation, mais une incitation du gouvernement à pouvoir s'acquitter en amont des paiements de TVA, permettant ainsi à l'État sénégalais de pouvoir donc faire face à ces soutiens qu'on a vus précédemment. Voilà ce que je peux vous dire sur la fiscalité, peut-être. On peut passer, sauf non, il n'y a pas de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a une question qui a été posée, me semble-t-il, un peu plus tard. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Différé de paiement des impôts et taxes jusqu'au 15 juillet 2020. Alors, ce qui n'est pas noté ici, c'est qu'en fait, ce ne sont considérés dans cette possibilité de report que les sociétés qui n'ont pas déclaré pour l'année de référence plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Mais avec encore des possibilités de négociation, etc., etc. Voilà. Alors, le secteur bancaire a été mobilisé. Les banques commerciales, etc., ont, dans la mesure de leurs possibilités, été sollicitées sous l'égide de la Banque centrale. Ce que nos clients et nos chefs d'entreprise nous ont signifié, c'est qu'entre les annonces qui ont été faites à tout niveau, d'abord à travers le gouvernement, ensuite à travers la BCAO, ensuite les différents organismes bancaires, on a 23 banques ici, nationales, enfin locales et internationales. En réalité, sur le terrain, demande de report des remboursements de crédit, demande de déboursement de crédit pour des situations de problématiques de trésorerie ou de paiement des salaires, etc., extrêmement difficile à obtenir de la part des banques. Ça, c'est la différence qu'il y a, si vous voulez, entre les annonces qui ont été faites et ce que nous disent nos clients locaux. Voilà. Je peux passer à la slide suivante. Peut-être ce qu'on peut dire pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'en réalité, on a des clients à l'international, mais on a aussi énormément de clients locaux. On intervient beaucoup, notamment à travers toute la partie fiscale, appui et conseil fiscal, juridique et droit du travail. Donc, on est tout le temps en permanence auprès de ces entreprises. Alors ensuite, un petit point sur les secteurs les plus impactés par la crise. Tout à fait. J'allais dire, c'est assez classique. Et je pense que, on retrouve les mêmes secteurs dans tous les pays. Dans tous les pays, dans toutes les régions, effectivement. Alors, on a quelques données qui apparaissent. Je pense que ça va répondre en partie à la question qui avait été posée par Nasser, si je me rappelle bien du prénom, notamment sur le transport aérien. Tout le monde est resté cloué au sol et on n'a pas de bonnes informations sur Air Sénégal. On n'a pas plus d'informations précises de l'intérieur, mais ça risque d'être extrêmement compliqué pour Air Sénégal. J'ajoute que Air France, il y a eu un problème de communication qui a généré un certain retentissement chez nous à travers les médias. Je commente, Karen. Oui, tu as raison. Non, l'important, c'est vraiment d'avoir ça, des informations de terrain qu'on ne trouve pas dans les news ou sur Internet. C'est toute votre valeur ajoutée d'apporter vos commentaires de terrain. Super. Donc, pour répondre à Nasser, je crois, pour apporter un peu de commentaires, il y a environ maintenant un mois, lorsque le gouvernement du Sénégal avait déjà annoncé qu'il allait assouplir l'état d'urgence, parce qu'on a été prévenu bien avant, simplement une question de date qu'il a fallu caler, qui avait été reportée. Il y a eu une information qui a flouté sur le fait que Air France avait déjà prévu de réouvrir ses vols en Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal. Et il y a une forte partie de la population, notamment à travers les réseaux sociaux, qui s'est offusquée de cette annonce faite par un opérateur étranger, étant entendu par une partie donc vous savez, les gens qui aujourd'hui sont très présents sur les réseaux sociaux,
évoquant à qui veut bien l'entendre que le Sénégal est encore maître chez lui et que ce n'est pas à Air France de donner l'information préalable de la capacité qu'ils vont avoir à atterrir sur le sol sénégalais. Bon, ça a été refermé. On n'a plus entendu parler de cette affaire au bout d'une dizaine de jours. Et honnêtement, Air France ne communique pas beaucoup sur le sujet. En préparant ce webinaire, on a fait des recherches. Effectivement, c'est dans les clous. Par exemple, au Bénin, il n'y a pas eu de restrictions. Le Bénin n'a pas fermé ses frontières, par exemple. Par contre, il a mis en place un système comment dirais-je, de confinement obligatoire. Et à travers cette destination, Air France profite pour dire que effectivement, les vols vont rouvrir en Côte d'Ivoire, etc. Mais on est extrêmement prudent sur les dates et on n'a pas beaucoup d'informations. Donc, la question qui est posée sur Air Sénégal, honnêtement, alors qu'est-ce qu'on me donne comme information? Air Sénégal, donc rapatrie effectivement ses ressortissants. Air France a rapatrié ses ressortissants français résidant au Sénégal vers la France. Il y a eu 3 vols qui ont eu lieu et Air Sénégal rapatrie quelques ressortissants, notamment en Italie, vers le Sénégal. Mais je vous donne cette information immédiate. Elle est confirmée, cette information, Bati? Donc, effectivement, voilà l'information qu'on peut donner à notre auditeur, c'est que des vols sont prévus, et ce sont des vols, en réalité, des vols qui ont une origine sanitaire et sociale. Ce ne sont pas des vols commerciaux. Nasser fait un commentaire et il dit effectivement, comme beaucoup de compagnies aériennes, Air France s'est basée sur les sites de vente des autres compagnies aériennes et ils ont mis en vente des billets. Les médias pensaient alors que c'était une information fiable. Tout à fait. Le problème, si vous voulez, merci Nasser, le vrai, pourquoi j'ai abordé cela de cette manière? C'est pour commenter déjà ce slide, vous apporter de l'information en fait contextuelle. Et si je donne cette information aussi, c'est qu'on vit, nous ici, et moi je suis depuis de nombreuses années, on vit depuis environ 3 ou 4 ans aussi une certaine, comment dirais-je, comment je pourrais dire, une certaine... il n'y a pas d'anti-France, il n'en demeure pas moins qu'il y a une certaine volonté de faire en sorte que les intérêts sénégalais soient maintenus. Ouais. C'est-à-dire que, et ça on pourra le réévoquer peut-être un peu plus tard, il est important quand on vient aujourd'hui au Sénégal d'avoir une attitude non plus de colonisateur, ce qui est encore honnêtement, et je le dis avec beaucoup d'empathie pour mes amis français et mes congénères français, on se comporte encore beaucoup en Afrique de l'Ouest comme on se comportait, j'imagine, il y a encore 50 ou 60 ans. Et ça, c'est des choses que les populations ici n'acceptent plus. Voilà. Et ce que Nasser a relevé, effectivement, a été pris au premier degré. C'est-à-dire comment une société internationale, et notamment française, peut déjà préciser qu'elle va atterrir sur le sol sénégalais, alors que l'État sénégalais n'a pas encore ouvert ses frontières. Voilà. Je ne vais pas me mobiliser beaucoup là-dessus. Ce que je peux vous dire également, en ce qui concerne donc l'hébergement et la restauration, on a beaucoup de sociétés françaises, beaucoup de Français qui sont dans ce secteur d'investissement. On n'a pas beaucoup de nouvelles, malheureusement, de nos amis corses et autres qui sont installés ici au Sénégal. Commerce, on a principalement dans les grandes enseignes commerciales, on a Carrefour qui vient d'arriver, qui a ouvert du hard discount. Il y a Decathlon qui s'est installé il y a peu, Auchan qui est présent ici, et Casino qui est présent depuis de très nombreuses années. Ce que je peux dire qui apparaît aussi dans des questions qui ont été posées plus tard, c'est qu'il y a 2 modes entrepreneuriales chez nous. Vous avez le mode dit formel, c'est ce qu'on connaît chez nous, et puis vous avez le mode dit informel. Le mode informel, il a été totalement pris par la crise et la pandémie, alors que le modèle formel, donc les entreprises que je viens d'évoquer ici, elles ont plutôt bénéficié en réalité de cette pandémie. Voilà. Tous les petits commerces, toutes les petites épiceries qui sont des
les entreprises dites informelles, elles ont eu beaucoup de problèmes, y compris d'approvisionnement. En revanche, toutes les enseignes dans lesquelles j'ai parlé, elles ont véritablement maintenu un niveau d'activité extrêmement important. On a une question sur… Très compliqué. Transport terrestre chez nous ici, très compliqué. Et l'enseignement, beaucoup de projets avec la France, à travers notamment donc là, le réseau directement de l'ambassade. On a une question de Caroline, donc on revient un petit peu en arrière, si vous voulez bien, sur les aides là, de l'État. Caroline, donc de la société Lacroix-Saufrel, s'interroge à propos du durcissement de l'obtention des crédits, etc. Caroline dit, est-ce que cela veut dire que nos clients auront du mal à obtenir des financements de projets? Oui, certainement. Je ne connais pas les clients de… Enfin, les clients industriels en général, enfin, les industries sénégalaises en général, s'il y a des blocages de financement, des freins au financement, notamment au niveau des crédits. Alors, il n'y a pas eu d'arrêt. Merci, c'est une bonne question. Enfin, c'est une question qui va me permettre de rebondir, justement, pardon. En réalité, déjà, l'obtention de crédit au Sénégal est relativement difficile. Conséquemment à la notion de risque. Les niveaux d'information délivrés par les entreprises étant relativement peu fiables, le niveau de risque des opérateurs financiers présents sont extrêmement difficiles. Je vais être plus clair. En gros, vous êtes une PME, PMI, je vais mettre de côté les sociétés de commerce, mais vous êtes dans l'industrie, vous êtes dans la sous-traitance. Là, Lacroix-Saufrel est dans le système de l'eau. Tu sais, on en a parlé avant que le webinaire commence. Pardon? Lacroix-Saufrel, la société qui pose la question, c'est dans le traitement de l'eau. Ah, d'accord, ok, très bien. Okay. Alors après, si on est sur des gros projets industriels qui mobilisent en même temps l'État, les gouvernements, etc., on est plutôt sur des projets, j'allais dire, de type PPP, où là, on a également des relais éventuels des grands instituts, je dis bien éventuellement. Est-ce que je peux revenir sur le point que j'évoquais précédemment ou Karen, vous préférez que j'avance sur ce sujet? Oui, je pense que… Caroline, est-ce qu'on a répondu à votre question ou… En fait, ce que je voulais, excusez-moi, je n'ai pas de retour de Caroline, donc on va… Ce que je peux signifier, Karen, c'est que, si vous voulez, globalement, vous êtes une entreprise PME, PMI dans différents secteurs, hors commerce, encore une fois, le commerce est un peu spécial et est envisagé de manière un peu particulière. Pour le reste, vous êtes une PME, une PMI, vous sollicitez un prêt de 100 millions, on va vous demander de garantir 100 millions. Voilà, pour faire court. D'accord. Par parenthèse, je suis un ancien de banque d'investissement en France où j'ai aussi travaillé pendant une quinzaine d'années. Ce n'est pas juste pour vous dire, c'est juste pour dire que c'est un domaine, c'est un secteur sur lequel j'ai quelques… On a répondu visiblement à la question de Caroline. De toute façon, si vous voulez que l'on creuse un peu plus chaque question et que l'on vous apporte plus d'éléments de réponse, on reste en contact, bien évidemment, et je vous encourage à m'envoyer un mail ou à contacter Philippe et Medoun en direct, puisque vous avez vos coordonnées à la fin de cette présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'éléments complémentaires. Tout à fait, même sur des problématiques fiscales, financières et le droit du travail, puisqu'on a la ressource en interne à travers l'associé du cabinet. On passe à l'impact sur sur ce graphe qui nous permet de bien visualiser l'impact sur l'économie et sur les secteurs. Exactement. Donc là, on a des prévisions post-Covid en jaune. Je ne vais peut-être pas commenter, parce que je ne vais pas commenter toutes les barres, ça va être compliqué. Non, mais je crois qu'on se fait une bonne idée déjà grâce à ce graphe. 2020, c'était ce qui était prévu, en fait. Vous avez la barre bleue, c'était ce qui était le prévisionnel. Et le post-Covid, c'est ce qu'on prévoit a priori en fonction des prospectives réalisées, j'allais dire au jour le jour, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque ce document a été
sourcé chez nous il y a maintenant environ une semaine. Donc, il n'est pas tout à fait à jour. Et voilà, vous avez une vision assez segmentée de la manière. Alors, ce qui serait peut-être intéressant, parce que ce document va être remis bien évidemment à chacun des participants. Je pense que chacun a le loisir de voir que les différents secteurs, en termes de perspectives, sont quand même intéressantes, sont très intéressantes. Ce que je peux vous dire ici pour donner un peu de commentaires, moi je suis venu ici en 97. Je suis venu en 97 me disant que de toute façon en matière de croissance, quand je suis venu ici, on était vraiment dans la zone ASEAN, si vous voulez. Tout le monde misait sur la Chine, ce qu'on appelle l'Asie du Sud-Est. Donc effectivement, on a vu les bienfaits au niveau de l'économie. Moi, je suis venu en 1997 me disant que déjà, je suis proche d'un point de vue personnel de l'Afrique, du Sénégal, mais je me suis dit, voilà, forcément, compte tenu des données macroéconomiques de cette région, après l'Asie, ce sera l'Afrique de l'Ouest. C'est l'objet même du slide que vous avez devant les yeux. On passe aux différentes questions sur l'impact, donc sur la logistique et le déplacement des personnes, justement. Alors là, Nasser, vous allez avoir les éléments de réponse complémentaires à votre question. Donc, la première question sur ce domaine-là qui a été posée, c'est le Covid a-t-il eu un impact relativement important sur le transport aérien? Tu l'as dit, Philippe, oui, hein, notamment sur les vols cargo et puis et humanitaires. Alors, en réalité, il faut que je commente parce que oui, bien sûr, mais on a déjà vu le donné tout à l'heure, c'est le secteur qui a été, excusez-moi, plombé. Il a été totalement plombé comme c'est partout dans le monde. Et ce qu'on a voulu informer ici, et l'information, je l'ai eu hier par des gens, par un ami qui travaille dans ce secteur. En fait, aujourd'hui, on n'a pas de vols commerciaux, on a des vols de rapatriement, etc. Mais on a des vols cargo et des vols humanitaires. Ce que je peux vous dire, c'est que les vols cargo qui permettent donc effectivement de distribuer les denrées de première nécessité, mais pas que. Hein. Moi, j'achète tous les jours, je continue à me fournir en confiture et autres, donc il n'y a pas que des matériaux de première nécessité. On n'a pas vu d'ailleurs dans les rayons de rayons vides, etc. Jamais. Donc ces vols cargo permettent d'alimenter les populations. On a une grosse partie des vols humanitaires. Et ce que j'ai appris hier sur ces vols humanitaires, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, tout ce que Nasser doit connaître chez nous, ici, on a des gens qui font le transport de marchandises. On appelle ça les GP. C'est en fait des gens que vous payez et qui vous prennent votre marchandise parce que c'est des gens qui passent leur temps dans les avions aller-retour. Bon. Mais qui ont une vraie réalité. Hein. Bon, aujourd'hui, ça passe par l'humanitaire. Donc, moi, l'information que j'ai eue hier, c'est qu'en réalité, même si on n'a pas de vols commerciaux, les populations continuent de s'envoyer les tissus pour la préparation de l'Aïd, etc., les mèches pour les dames, etc., etc. Tout ça continue de transvaser entre l'Europe, etc., mais à travers donc, les vols dits vols humanitaires. Il y a de la place, on va y rajouter des choses que les transporteurs font passer, j'allais dire entre guillemets, discrètement à l'intérieur de ces vols humanitaires. Mais ce n'est pas anodin, hein, parce que si j'ai l'information de cette manière-là, c'est qu'il y a beaucoup de transport. Voilà. Est-ce qu'il y a un impact sur les coûts du transport aérien? Non. On n'a pas d'indication du tout dans ce sens. Alors, une autre société demande des conseils sur la meilleure logistique à adopter pour les flux France-Sénégal. Quelle solution et quel coût? Les coûts, ça dépend des solutions. Oui, bien sûr. Ouais. Ça dépend des solutions. Et ça dépend des produits que vous souhaitez envoyer aussi. Il est bien évident que… tout ce qui concerne l'envoi sécurisé et rapide, urgent, vous avez les sociétés connues, PS et autres. Pardon? DHL notamment, merci. Voilà, vous avez des sociétés un peu différentes comme Jumia, etc., qui permettent donc d'acheminer des colis, des courriers spécifiques. Donc, ça continue de fonctionner. C'est un des modèles. La Poste, en revanche, hormis les courriers recommandés, il est très risqué d'envoyer des courriers par la Poste.
Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas à utiliser. Je parle France-Sénégal. Il vaut mieux utiliser systématiquement les services d'un professionnel tel que DHL, par exemple. Voilà. Sinon, vous avez le transport maritime qui fonctionne très bien. Vous avez au départ de Marseille, vous avez au départ du Havre, bien sûr. Donc le Havre, vous avez toute la zone, hein, c'est Paris, Rouen, Le Havre. Vous avez aussi, je ne sais pas, non, c'est Angers, je crois, ou La Rochelle. Enfin, je ne sais pas. Le hub au niveau européen, c'est Rotterdam, je crois. Oui. Anvers, pardon, Anvers, excusez-moi. Bref, vous avez donc un trafic maritime extrêmement important, dont une grande partie transite par le Maghreb, avec les problématiques effectivement de retard éventuel que ça peut prendre. Mais sinon, c'est par conteneur entier qu'arrive chez nous tout type de matériaux, y compris véhicules de deuxième main, etc. etc. Donc, pas d'impact majeur sur les coûts, que ce soit en aérien ou en maritime. Et en ce qui concerne les délais d'importation, il n'y a pas eu d'effet négatif non plus, en fait, parce que comme tu disais… Des effets positifs. Il n'y a plus d'engorgement. Il y a moins de flux, donc pas d'engorgement. Il y a moins de transbordement, il y a moins de détaxes à faire passer. Le service est beaucoup plus fluide. J'ajoute par ailleurs que le service informatisé qui s'appelle chez nous GainD 2000 est beaucoup plus performant qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Les mises en panne volontaire des opérateurs pour pouvoir continuer à opérer de manière discrète est améliorée de jour en jour. Et notre prestataire hier nous a informé qu'effectivement aujourd'hui, les choses sont bien plus pertinentes qu'il y a encore 6 mois. Les choses sont informatisées. Et là, spécifiquement, donc, il n'y a pas d'engorgement et ça va beaucoup plus vite. Les matériaux donc, sortent beaucoup plus vite. On a des questions. Alors, une question d'Annie. J'avoue ne pas bien comprendre le lien entre l'arrêt des vols passagers et la diminution des rotations des navires de marchandises. Je ne comprends pas là. Alors, Annie, est-ce que tu peux développer? On va revenir sur ta question. Je vais te donner la parole. Voilà. Annie, tu as ton micro d'ouvert. Si tu peux développer parce que je ne saisis pas ta question. Là, c'est bon, je peux parler? Oui, oui, tout le monde oui, bonjour. Non, j'étais un peu surprise parce que effectivement, dans le paragraphe transport maritime m'a touché, mais c'est peut-être que c'est une méconnaissance totale de ma part. J'imaginais que le personnel des navires donc, a également parce que là, il est dit donc, en effet, la chute libre du transport de passagers dans l'aérien a un impact considérable sur les équipes des navires qui utilisent essentiellement le transport aérien. Alors, on est sur le slide ici. Slide de logistique déplacement des personnes. À vous lire, Annie, j'ai l'impression qu'il y a 2 informations dans la même phrase, non? On parle des maritimes. Transport maritime moins touché, ben, je ne sais pas, je lis le dernier paragraphe. Alors, la dernière partie. Ah, la dernière partie, le secteur du transport maritime, c'est vrai que c'est moins impacté dans le transport. Mais bon, peut-être qu'il y a que les personnels bougent beaucoup, mais je ne m'attendais pas à ce genre d'explication, en tout cas pour la baisse des rotations de navires, en fait. Voilà, c'est juste une… Il est moins impacté que le transport aérien. Oui, alors, nous, on a pris la peine, on avait écrit tout ça, Annie, nous avions rédigé et ensuite, on a été rechercher de l'information avec quelques-uns de nos partenaires et des prestataires ou des amis qu'on a ici. Et donc, l'information telle qu'elle apparaît, c'est ce qui apparaît dans les slides, je crois, précédentes. On a bien vu qu'on a effectivement la zone des transports a été impactée très lourdement, mais la fermeture du transport, enfin des frontières aériennes a été immédiate. Je pense que Nasser pourra nous confirmer ça. Oui, ça je n'en doute pas, effectivement. Ouais. Voilà, donc hormis le Bénin, mais on ne parle pas du Bénin ici, hormis le Bénin, donc, il n'était plus possible de faire atterrir et décoller des avions, sauf pour des cas donc, de rapatriement et des cas sanitaires très spécifiques. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, la phrase, je pense que c'est ce qu'elle dit, voilà, moins impacté que le transport aérien.
Mais oui, moins de bateaux se sont déplacés. Alors, il y a deux choses. Il y a eu aussi, pendant une certaine période, l'impossibilité de faire accoster au port de Dakar les équipes. C'est-à-dire que vous pouviez faire venir, là c'était en pleine période avant l'assouplissement dont on a parlé il y a maintenant donc une dizaine de jours. En fait, les équipes navigantes ne pouvaient pas, comme c'est habituel, accéder librement aux zones portuaires et à la ville. Ça, c'est une chose qui nous a été confirmée. Est-ce que cela a eu un impact sur la mise à disposition? Honnêtement, je ne saurais vous dire. On peut éventuellement aller rechercher de l'information complémentaire. Ah non, c'est pas la peine. Hein. C'était juste, voilà, ça m'a un petit peu interpellé, mais c'est pas important. Merci. Je n'ai pas toutes les réponses. Et ce que je peux vous dire, c'est que par souci de transparence, je m'efforce de répondre aux questions sur lesquelles je pense avoir une réponse. Pour le reste, on reste à votre disposition entière. On pourra effectivement aller chercher de l'information qualifiée, je veux dire. Johan nous fait remarquer qu'il y a des lignes maritimes directes depuis Le Havre, oui, et qu'il y a toujours des départs hebdomadaires en maritime, donc pour le Sénégal. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qui s'est passé, en fait, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, avec la levée partielle, en tout cas, l'allègement, excusez-moi, de l'état d'urgence et notamment du couvre-feu. Mais au début de la pandémie, lorsque le 23 mars, le président de la République, Macky Sall, a donc décrété l'état d'urgence, les bateaux ne pouvaient plus accoster. Et ça a duré pendant plus d'un mois. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On passe au slide suivant. Donc là, tu détailles vraiment tu fais un point sur le transport terrestre et le transport interurbain. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais là, il y a plus de précision. On n'avait plus la possibilité de se déplacer de région en région, ce qui a aussi beaucoup handicapé les activités économiques. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que culturellement parlant, il y a beaucoup de déplacements intra-régionaux. Ici, vous avez peu de vrais Dakarois de naissance. Tout le monde a de la famille en région, et ici, tout le monde rentre dans les régions, dans ce qu'on appelle la maison familiale. Ici, tout le monde repart dans la maison familiale le vendredi soir et revient travailler le lundi matin. Mais c'est de manière systématique. Hein. Ça n'a aucune conséquence avec les départs pour ce que nous, on connaît en France pour les Parisiens qui partent en Normandie, etc. Ici, c'est d'abord la famille. Bien. Vous avez une grande partie de la population qui s'est en réalité retrouvée coincée dans la maison familiale avec l'incapacité de se déplacer régionalement pour revenir sur son lieu de travail. Ça a beaucoup impacté notamment les chantiers. Ça a impacté également tout le petit commerce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait l'informel. Vous savez, les gens qu'on voit dans les rues qui vendent, etc., etc. Tout cela a été extrêmement impacté. Et cet impact est venu du fait que du jour au lendemain, on a arrêté tout ce qui fait la vie sociale au Sénégal. Et la vie sociale au Sénégal, elle est extrêmement riche. Elle est d'une richesse extrême. Toute cette richesse a été totalement arrêtée, puisqu'il n'était plus possible, sauf cas exceptionnels, avec des dérogations auprès du ministre, pour pouvoir effectivement sortir de Dakar pour aller à Thiès, ou pour aller à Hambourg, ou pour aller, etc., etc. Ça, c'est toujours en vigueur. Il faut toujours un laisser-passer pour… On a dit précédemment, Karen, mais je vois qu'il y a beaucoup d'informations que je vous livre, c'est un peu décousu, je m'en excuse auprès de vous. Hein. On a dit précédemment que depuis une dizaine de jours, effectivement, il y avait une libre circulation des biens et des personnes. Donc tout cela a été levé. Avec port du masque obligatoire, c'est une des seules restrictions d'ailleurs. Même les transports en commun, maintenant, il n'y a plus cette notion de distanciation, etc. etc. Voilà. D'accord. Le dernier paragraphe là, sur ce slide, quand tu dis que le transport de marchandises est autorisé sous présentation d'un laissez-passer, donc c'est plus valable. Depuis 10 jours, c'est plus d'actualité. Oui, c'est même pas depuis 10 jours, c'est 5 jours, non? C'est ça. Semaine passée, oui, c'est ça. Semaine passée. Alors, par contre, ceux qui ont fait vraiment leur business, ce sont les transporteurs urbains, mobylettes, scooters et autres.
leur activité a explosé pendant cette période. Explosé. Explosé. On a même vu 2 ou 3 sociétés de jeunes Sénégalais s'ouvrir pendant cette période. Bon, je crois qu'on a dit beaucoup de choses ici qui ont déjà été dites précédemment. Voilà, ouais, ça reprend ce qu'on a dit précédemment, donc sur l'état d'urgence qui a été proclamé le 23 mars dernier. Les arrêtés du ministre qui interdisent la libre circulation des biens, qui a été levé donc il y a quelques jours. On va réactualiser ce slide pour préciser. Alors, on a une question qui arrive. Alors, Graziella demande s'il y a du retard dans les dédouanements de navires. Alors, c'est une question effectivement qui a été posée. On y vient. D'habitude, on a beaucoup de retard. Il est très, très, très difficile de dédouaner. Enfin, très difficile, j'exagère un peu, mais ça reste complexe. Et là, il n'y a pas d'engorgement. Et non, au contraire, c'est extrêmement fluide par rapport à d'habitude. On peut passer au… Tu as des précisions à donner sur ce slide, Philippe, ou on passe au suivant? Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant de vous dire que… Enfin, je peux toujours on peut en parler. Les écoles, donc, mais je l'ai dit, devaient rouvrir le 2, ça n'a pas rouvert. Les lieux de culte, dans toutes les religions chrétiennes et religions musulmanes, ont été, d'un point de vue officiel, ouvertes, mais d'un point de vue donc, des autorités religieuses, il y a une certaine discorde. Certains ont réouvert. Les chrétiens catholiques n'ont pas, sous l'autorité de l'évêque de Dakar, ont pris la décision, tant qu'il y avait du Covid, de ne pas rouvrir la messe du dimanche, etc. etc. Je ne suis pas sûr que ce soit pour nos amis français très important. Ici, ça a une grande importance en revanche. Voilà. Ça a un impact sur le commerce. Néanmoins, toute la réouverture des lieux publics, des écoles, des théâtres, des restaurants, etc., ça a un impact aussi sur d'autres secteurs. Donc, c'est les cinémas sont… de le notifier. Tout à fait. Non, mais tout ça, en fait, fonctionne. Tout ça fonctionne. Donc, ça, on en a beaucoup parlé, mais semble-t-il. On en a parlé aussi. Visibilité sur la reprise des déplacements professionnels. C'est ouvert, on l'a dit. Et à ce stade, donc, les frontières sénégalaises sont fermées jusqu'au 30 juin. Tout à fait. Contrairement à ce qui avait été prévu, donc le 5 juin, on a pris le 5 juin, ça devait être ouvert et ça n'est pas ouvert. Donc là, formellement, l'État a communiqué sur une prochaine date éventuelle qui serait donc le 1er juillet. D'accord. À vérifier. Alors ensuite, dans les autres questions posées, donc là, on vient précisément dans vos cœurs d'activité à chacun et à chacune. Est-ce que le domaine du luxe et du haut de gamme progresse ou est-il en régression avec la crise? Quel est son avenir? Alors, on n'a pas ce type d'information au sens macroéconomique. L'Agence nationale de statistique et de démographie, on a fait des recherches, on n'a pas vraiment cette notion de manière claire, commerce en général. Donc, on n'a pas de distinction sur cela. Nous, ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il y a des centres commerciaux haut de gamme qui se sont ouverts, avec des marques Boss, Devred, etc. Enfin, voilà, on est vraiment en bordure de corniche, vous voyez, sur la corniche, vraiment très, très bien placés. Et ces commerces ont un certain succès. Et pourquoi ont-ils un succès? Ils ont toujours eu beaucoup de succès en France et à l'étranger, avec les catégories socio-professionnelles très élevées, que sont les ministres, députés, chefs de service, etc., qui se sont toujours déplacés aisément pour aller en Europe notamment et en France pour consommer ces produits. Aujourd'hui, on a une classe moyenne depuis 2 ou 3 ans qui est exponentielle, avec des sociétés comme Orange Sonatel, donc, par exemple, il y en a d'autres, Free, etc., dans la téléphonie. Les grandes banques, qui sont donc présentes ici, ont apporté effectivement un nouveau marché qui est le marché de la classe moyenne. Cette classe moyenne est extrêmement friande de tout ce qui est luxe, et notamment luxe à la française, comme c'est partout le cas dans le monde. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de passages
dans ces lieux, le samedi, le dimanche, on va faire le tour des grandes boutiques et les gens sont extrêmement friands de ce type de commerce. En revanche, les systèmes douaniers sont bien plus poreux qu'ils ne le sont dans d'autres zones et donc vous avez une capacité extrêmement importante des pays asiatiques notamment à faire de la copie illégale et on est moins regardant ici à la copie illégale que ce n'est le cas en Europe et notamment en France. Vous avez beaucoup de sous-produits avec l'effigie des grandes marques qui sont vendus au coin des rues et autres, mais pas dans ces lieux d'exception. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'impact du Covid sur le secteur du BTP? Alors, le BTP a souffert, je disais précédemment, du blocage donc, interrégional, également du couvre-feu, parce que quand le couvre-feu était à 20 heures, globalement, si vous voulez, les chantiers, les gens qui étaient sur les chantiers, il se trouve par ailleurs que c'est tombé en pleine période de Ramadan. Donc, quand vous avez cumulé ces deux phénomènes, les gens arrivaient sur le, enfin donc les ouvriers, excusez-moi l'expression, les ouvriers arrivaient sur le chantier vers 10 heures du matin et quittaient le chantier aux alentours de 14h30, 15h. En fait, les journées de travail sur les chantiers se sont trouvées extrêmement, et c'est notamment à cause du transport. Parce que même si vous avez un transport urbain qui fonctionne, je rappelle ce que j'ai dit précédemment, pendant cette période-là, c'était divisé par 2 le nombre de personnes, voire par 3. Donc, ça générait effectivement beaucoup de problèmes. Mais ceci étant, les grandes sociétés, donc nous, on a ici toutes les grandes sociétés, hein, et notamment Eiffage, on les a toutes. Pardon ? Oui, Cotra, la CDE, la CSE, etc., etc. Tout le monde a repris le travail de manière assez classique. Nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de report sur les projets, sur les gros projets d'infrastructure. Il y a pas mal de ponts à Dakar qui ont continué à fonctionner. Donc, ce qui a été mis en place sur ces gros projets structurants pour les États, c'est des systèmes d'évitement, le gel partout, le masque obligatoire, et d'essayer tant que faire se peut de respecter cet espace, vous savez, de 1 mètre, 1 mètre 50. Mais ça, c'est sur le papier. Hein. Mais en réalité, sur place, les activités de chantier, tout le monde sait ce que c'est. Voilà. Donc ça a fonctionné. Il y a eu quand même un arrêt, mais qui a été dû surtout à l'incapacité, à la difficulté de se rendre sur les chantiers pour les ouvriers. Ensuite, dans quelle mesure le Covid aura un impact sur le démarchage commercial ainsi que sur le suivi contractuel au sein de ce pays? Alors, pour le démarchage commercial, beaucoup de choses ont été faites en télétravail, entre guillemets télétravail, parce qu'en réalité, ici, il y a un gros retard et tout le monde en a pris conscience. Mais les activités ont été donc diminuées beaucoup, mais ça a eu un impact bien évidemment sur le commerce. Mais aujourd'hui, le démarchage commercial classique a repris. Hein. Bon, là, je peux en parler directement parce que c'est directement mon domaine de compétences. Toutes les équipes commerciales que je supervise chez différents de nos clients, on a remis la machine en marche et tout le monde prend sa voiture, tout le monde continue de faire des rendez-vous. Donc, dans les démarches de prospection de la Bretagne vers le Sénégal, il n'y a pas de frein, hormis bien sûr le fait qu'on ne puisse pas se déplacer physiquement dans le pays, mais tout est… Le commerce ne se fait pas moins parce qu'il n'y a plus de déplacement physique. Comme avec les autres pays avec lesquels vous pouvez travailler, effectivement, on privilégie la visio, on privilégie le télétravail. Là, en fait, la question, c'était pour moi, entreprise bretonne, quel est l'impact dans mon démarchage commercial? Est-ce que c'est ralenti? Est-ce qu'il est impossible ou est-ce qu'il est toujours faisable? Est-ce qu'il y a aussi un impact sur le suivi contractuel avec le Sénégal? C'est-à-dire, est-ce que la vie économique, la vie des entreprises sénégalaises s'est arrêtée? Est-ce que ça travaille toujours? Est-ce qu'il m'est possible de signer des contrats avec les entreprises sénégalaises ou est-ce que tout est au ralenti?
Une question de fond sur les échanges en fait et les possibilités de travail à la normale pendant cette période. Ok. Alors, je crois que la réponse qu'on a apportée, notamment de télétravail, elle est juste. Ça répond finalement à la question qui a été posée. Et puis, on a répondu par ailleurs à l'activité économique sur les différents slides précédents, sur la capacité des entreprises à être toujours présentes aujourd'hui. Nous, en ce qui nous concerne par rapport aux entreprises, notamment françaises, bretonnes, je n'ai pas le scope, on n'a pas d'entreprise bretonne à l'heure où je vous parle, mais les entreprises françaises, on en a plusieurs. On active pour elles. Alors là, c'est en passant par l'intermédiaire de la société d'accompagnement à l'international. Maintenant, est-ce que les entreprises françaises et bretonnes, en l'occurrence, peuvent continuer à commercer avec les entreprises sénégalaises? La réponse est oui. Tout le monde est branché WhatsApp. Tout le monde fonctionne avec le Skype. Et c'est WhatsApp, hein, beaucoup chez nous. Maintenant, les Zoom et compagnie fonctionnent très, très, très bien. Peut-être plus difficile sur des secteurs de type informel. Peut-être plus difficile. Je dis bien peut-être plus difficile. Peut-être. Là, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'impact du tout, en fait, sur l'activité entrepreneuriale et sur les échanges possibles entre vous, entreprises françaises, si je vais au-delà de nos frontières bretonnes, avec les partenaires au Sénégal. Rien n'a changé. Il n'y a pas de ralentissement. Dans le suivi contractuel, il n'y a pas de frein non plus, il n'y a pas d'impact à ce niveau. Non, on a même vu, alors, merci Karen de réexpliquer, parce que du coup, non, c'est même l'inverse en réalité. Ce moment un peu particulier de semi-confinement et autres a amené un échange en réalité avec les différents intervenants, c'est le cas de ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a 3 ou 4 mois, on n'aurait peut-être pas eu cet échange que ce que vous avez mis en place, Karen. En réalité, aujourd'hui, les entreprises françaises, donc j'imagine bretonnes, elles ont cette capacité bien plus qu'avant, parce que les gens ont pris conscience aujourd'hui, partout et au Sénégal également, de la capacité à pouvoir échanger de manière immédiate à travers les réseaux sociaux, entre autres, et donc ce qu'on appelle cette notion de télétravail. J'ai jamais été aussi en contact, en réalité, nous n'avons jamais été aussi en contact avec des gens partout dans le monde qu'on l'est aujourd'hui. Voilà ce que je veux dire. Pardon? Mais aussi un peu partout dans la sous-région, on a des contacts partout qui viennent du Bénin, de la Côte d'Ivoire, partout. Surtout au niveau BTP. Surtout au niveau BTP. La question s'étendait peut-être aussi, j'anticipe et j'extrapole peut-être, mais peut-être que la question concernait aussi les délais administratifs pour la partie contractuelle, justement. S'il y a des certifications à avoir pour nous de France exporter tel ou tel produit au Sénégal, est-ce qu'en raison de la crise, il y a des délais supplémentaires à prendre en compte et à anticiper au niveau administratif, au niveau des ministères, au niveau des chambres de commerce? Ça, oui, bien sûr, mais au niveau sous-régional, du fait qu'on n'avait pas les possibilités de se déplacer. Mais au niveau local, il n'y a pas trop d'impact, les choses, ça tourne, on règle tous les démarches, les trucs au niveau de notre administration sans problème. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, vous conseillez fortement, je présume, qu'une entreprise, l'entreprise bretonne ne peut pas forcément se déplacer très régulièrement dans le pays pour assurer le suivi client justement ou le suivi avec son fournisseur. Il est toujours bon d'avoir une présence locale qui fait le lien et qui entretient la flamme, comme on dit, avec les partenaires sénégalais. En effet, exactement, c'est une grosse partie de notre activité. C'est même, j'allais dire, l'ADN des sociétés d'accompagnement international. En effet, hein. Il y a 2 points. Il y a l'amorçage. Donc ça, c'est toute la partie qui répond à la question de tout à l'heure sur la partie démarchage commercial, par le biais en fait de ce qu'on appelle en fait la démarche road to market. Donc ça, c'est des choses qu'on fait de manière permanente. Et puis ensuite, le reporting et l'accompagnement qu'on peut faire au regard de tout ce qui est administratif, ressources humaines, à travers donc le portage salarial et ce genre de démarches. Maintenant, les démarches administratives
sont relativement difficiles hein, chez nous. Hein. C'est assez fastidieux, oui. Oui, voilà, il faut dire qu'il faut qu'on appelle un chat un chat. Ici, c'est extrêmement compliqué. Hein. Donc, en réalité, ce qui s'est passé, mais on l'a déjà dit précédemment, c'est la modification de la disponibilité, puisque les temps de travail ont été réduits, ont complexifié en réalité cette capacité. Voilà. Et sinon, de toute façon, alors là, moi je le dis avec beaucoup de légère, de transparence, c'est extrêmement compliqué de faire avancer la partie administrative chez nous. Hein. C'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup du reste. Il faut vraiment la contextualiser. Hein. Tout est fondé sur le rapport individuel, tout est fondé sur les aspects sociaux, y compris dans l'administration. Donc, là, on pourrait vraiment refaire 2 heures sur le sujet. C'est une grosse partie de notre activité. Hein. On a beaucoup de gens qui travaillent pour nous, qu'on n'a pas évoqués ici, qui ne sont ni des consultants pour nous, mais qu'en fait, qui sont des gens qui règlent nos problèmes auprès de l'administration. Au port, dans toutes les administrations, ministère de la Justice, etc., vous avez besoin ici d'avoir des gens qui vont régler vos problèmes. Ça, on ne connaît pas ça du tout chez nous en France, on ne connaît pas ça. Et ça, c'est un gros problème interculturel notamment. On prend note qu'il faut un appui local pour toutes les appuis locaux, et il faut des appuis locaux. Ensuite, après l'appui local, cet appui local lui-même a des appuis locaux qui, eux, sont déjà bien implantés dans ces différents secteurs, dans ces différents services et qui vont débloquer les situations. Exactement, Karen, c'est tout à fait ça. Une question de Xavier de la société Aberis. Est-ce que la hausse de votre activité est liée, selon vous, au souhait des entreprises françaises de trouver de nouveaux débouchés suite à la crise Covid? C'est difficile pour moi de parler à la place des entreprises françaises. Je peux vous dire qu'il n'y a pas que des entreprises françaises. On a vu beaucoup de demandes d'entreprises indiennes. Enfin, on n'a vraiment pas que des entreprises françaises. On travaille pour des Belges actuellement dans le milieu de l'automobile, etc., etc. Est-ce que tu sens que c'est parce qu'il y a une volonté de se diversifier et de chercher de nouvelles activités, de nouvelles opportunités? Ou tu as les mêmes demandes sur le papier, sur les mêmes demandes d'accompagnement que d'habitude, ou tu sens qu'il y a de nouvelles… C'est bien plus direct, en fait. Les demandes sont bien plus directes. L'analyse que je peux en faire, et ça n'engage que moi, c'est il y a un certain marasme qui n'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, les chiffres que nous, on vous a donnés en matière de PIB, on ne les retrouve pas chez nous en Europe. On voit bien qu'également, même si les choses sont assez positives en Asie du Sud-Est, les gens qui sont… Il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu aussi beaucoup de temps à positionner leur réflexion stratégique. Et il est probable que les entreprises qui se sont posées, alors qu'elles ne l'ont pas fait depuis de nombreuses années, vous savez, ce qu'on appelle la tête dans le guidon, à partir du moment où vous avez un peu de temps pour réfléchir faire une réflexion, excusez-moi, stratégique, il est probable que vous regardiez aussi ce qui se passe autour de chez vous et que vous voyez éventuellement que les 6, 7, 8, 9% qui existent depuis 4 ou 5 ans et dont on vous dit que hors période de Covid, on les retrouve déjà sur les années 2021 et 2022. Pourquoi? Parce qu'il y a des projets structurants, parce qu'il y a une augmentation assez substantielle de la classe moyenne, etc., parce que ces entreprises se disent il est peut-être important pour moi d'aller aussi où je peux aller chercher de la croissance. Hein. Mais là, vraiment, ça n'engage que moi parce que je ne peux pas parler à la place de nos prospects et clients, mais j'imagine qu'il y a une certaine forme de prise de conscience parce qu'ils ont eu le temps de se poser à un moment donné. Nous, on n'a jamais eu autant de contact avec les gens à l'extérieur parce que pendant ce temps, on dit oui, je suis chez moi. Les gens étaient plus disponibles. Oui, bien sûr. Donc, on va passer, parce que le temps court, si vous voulez bien, on va passer aux autres questions. Question d'ordre marketing, on y a répondu. Hein, tu as dit que WhatsApp était très, très utilisé, mais une entreprise demandait quel était le meilleur réseau pour communiquer avec les partenaires sénégalais. Ça dépend du secteur du marché et des cibles. Effectivement. Communiquer, parce que moi, si c'est… Attendez, excuse-moi, Karen. Si c'est communiquer au sens publicitaire ou en faire effort de communication à des fins annonceurs vis-à-vis de ses cibles,
Parce qu'il y a une question qui a été posée à ce niveau-là. Alors là, la question telle qu'elle a été posée, c'est quel réseau de communication privilégié? Donc, moi, j'entends par là… Celui qui correspondrait le mieux à ce que l'entreprise locale serait susceptible de pouvoir mettre en œuvre. Ici, les gens travaillent avec tout type de système de communication. Hein. En gros, si vous voulez. Ah oui, bien sûr. On est très, enfin, l'Internet fonctionne bien, etc. Hormis pour, peut-être, alors, si la question a trait au secteur de l'élevage, agriculture et ce genre de choses. Non, là, ce n'était pas le cas, c'était vraiment marketing pour… Enfin, moi, tel que j'entends la question, parce qu'au travers des différents webinaires que j'ai pu mener, la question revient assez souvent, en fait. Quel réseau de communication privilégié? C'est-à-dire, là, en période de crise, est-ce que je dois plutôt téléphoner? Est-ce que je dois plutôt envoyer des mails pour ne pas déranger mon interlocuteur? Ou est-ce que… Et la réponse que je dis, quel que soit le pays, c'est qu'il ne faut surtout pas perdre le lien. Il faut privilégier l'oral et donc le téléphone et encore mieux la visio avec WhatsApp, Zoom ou autre pour pérenniser les relations et puis ne pas perdre le fil. Un écrit est toujours… la double lecture d'un écrit est peut-être dangereuse, alors que quand les échanges se font à l'oral, il y a beaucoup moins d'ambiguïté. Vous voyez la personne quand il y a une visio, c'est beaucoup plus facile. Et puis, c'est plus convivial aussi. Oui, certainement. Et puis, ça dépend aussi à quel niveau on est dans cette espèce d'entonnoir. Est-ce qu'on est en démarchage? Est-ce qu'on est en suivi de ces commandes, etc., etc. Je pense que là, toutes les solutions, la meilleure solution, c'est celle qui est la plus adaptée aux deux parties, je pense. Ouais. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'Internet fonctionne très bien, sauf cas exceptionnel. Aujourd'hui, tout le monde utilise les réseaux sociaux. Et que donc, de ce point de vue-là, faire des dépenses importantes en termes de téléphonie classique ne sont peut-être pas les plus… Bon, si on a pris la question dans le mauvais sens et si on a mal répondu, redites-le nous et puis on pourra par la suite répondre plus précisément. Mais je pense vraiment que la question était tournée dans ce sens-là. Ensuite, il y a une question importante que l'on nous a posée 2 fois. Sur le partenariat possible entre une entreprise française et une entreprise sénégalaise. Quelles sont les formes de partenariat possibles? Alors là, la réponse qui a été faite, elle a été faite par un juriste. Mais tout type de partenariat. Donc là, vous avez une réponse d'un juriste qui exprime de manière claire que globalement, si vous voulez, c'est la même chose que ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place en France. En fait, tout type de partenariat existe. Il n'y a pas une forme à privilégier, parce que je sais que dans certains pays, il vaut mieux privilégier certaines formes, plutôt un bureau de représentation qu'une filiale, ou plutôt avoir un représentant commercial sur place et pas forcément une implantation juridique. Alors encore une fois, au Sénégal, ce n'est pas le cas. Tous les scénarios sont intéressants. Il y a des accords fiscaux entre la France et le Sénégal qui sont particuliers. Maintenant, ce que je peux en tout cas vous dire d'un point de vue culturel, c'est que la partie partenariat contractuel est quelque chose de relativement complexe. Co-créer une entreprise et être associé, c'est quelque chose auquel il faut effectivement beaucoup réfléchir. Ça, c'est une précaution nécessaire dans le cadre de ce type de partenariat. Monter une entreprise en association capitalistique, il faut effectivement y réfléchir à de nombreuses reprises. Culturellement, c'est pas quelque chose de naturel en réalité. C'est pas une obligation. Pas que vis-à-vis. Non, c'est aucune obligation. Non. Donc la réponse, ça serait de dire peut-être que mettre en place un réseau de distribution, etc., peut être intéressant. En tout cas, ce qu'il est important également, c'est d'avoir une vraie supervision qui reprend en fait les tempos culturels français. Voilà. Sinon, il y a rapidement des incompréhensions. Si moi, entreprise française, je veux, parce que j'ai besoin de monter une société de production
localement. Je ne dois pas impérativement m'associer à un Sénégalais, à un local, parce que dans certains pays, là encore, c'est une obligation parfois que le capital soit détenu à 51% par un local et la société française ne peut avoir que 49% du capital. Si la question repose effectivement sur notamment cet aspect-là, non, ici, il n'y a pas d'obligation. D'accord. Vous pouvez monter votre entreprise librement, avec tout type d'entreprise, enfin, une forme juridique qu'on connaît chez nous, qui vont même jusqu'à la SAS, etc., etc. Alors ensuite, il y avait une autre question toujours en rapport avec le fait d'avoir une structure là-bas au Sénégal. Des délais sont-ils possibles sur les modifications de statut? Transformation de succursale en SARL, par exemple. On a répondu précisément. La succursale, c'est 2 ans maximum. Et éventuellement, pour dépasser cette date, il faut une dérogation. Et la dérogation, elle est signée par le ministre en charge des Finances. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc là, on revient à ce qu'on dit tout à l'heure. Pour pouvoir avoir accès à ça, il va falloir mettre en place un réseau qui va permettre de… C'est possible, tout est possible. C'est fort possible d'obtenir cette dérogation, mais il faudra cette dérogation. D'accord. Au niveau RH, on nous a demandé des informations donc, sur le niveau des salaires et notamment dans le secteur de la construction. On a répondu, hein, enfin, il y a une réponse qui est assez logique, j'allais dire, qui revient à la notion de dire de qui parle-t-on, de quel type de niveau, quelle fonction cette personne a dans les activités. Et ce qu'on sait en tout cas, c'est que le moins cher, c'est ce qu'on appelle ici, enfin en français, on a un tâcheron. C'est une personne que vous allez payer à la journée 2500 francs CFA. Donc ça représente environ 100 € par mois. C'est quelqu'un que vous n'allez pas déclarer précisément, etc. etc. C'est ce qu'on appelle en fait, on appellerait ça apprenti. Okay. Ça va coûter environ 65 000 francs CFA, donc c'est-à-dire 100 €. En revanche, quand vous êtes dans des sociétés de type Eiffage, etc., et que vous avez un pilote de chantier, vous le payez quasiment le même prix que ce que vous pouvez le payer éventuellement en France. Le salaire moyen, il est de combien au Sénégal, si on peut… Moyen, je suis incapable de vous dire. Le salaire de base, s'il y a un SMIC au Sénégal, il est de combien? Il est, je crois, aux alentours de 50 000 francs CFA, 100 €. Allez, restons sur 100 €. Le SMIC, c'est à peu près 100 €, je crois, c'est ça, 67 800, je crois. Il a été réévalué il y a 3 ans. Il y a une disparité relativement grande dans ces… 100 €, je crois. C'était pour avoir une idée, un seuil. On n'a pas de notion de salaire. On n'a pas de notion de salaire moyen en tout cas. En tout cas, on n'a pas cette information. On nous l'avait déjà demandé dans d'autres études préalables, etc. On n'a pas. Alors, il faudrait que nous on constitue une base de données dans ce cas pour pouvoir le fournir. En termes d'information, on les a. Alors ensuite, d'autres questions plutôt d'ordre réglementaire. Alors, on y a déjà répondu. Une entreprise demandait s'il y avait des freins douaniers actuellement, s'il y avait plus de délais dans les déclarations en douane et sur les démarches à l'arrivée ici des marchandises au Sénégal. Donc, tu n'as dit non, qu'il n'y avait pas de ralentissement des procédures et pas de nouvelles réglementations en raison du Covid. Pas de nouvelles normes spécifiques non plus. Sauf des normes, comme tu le précisais là, liées à la situation sanitaire, évidemment. On l'a déjà évoqué, oui, effectivement. Voilà. Est-ce que les produits soumis à enregistrement, notamment nutrition animale? Oui, alors tout ce qui concerne les produits spécifiques comme la nutrition animale, ça demande, comme pour d'autres pays, un enregistrement à l'entrée au Sénégal et un passage obligé par les services vétérinaires. Donc, il y a des certificats à demander, etc. Et tout ça, c'est pour répondre vraiment en détail à cette question, il faudrait que l'entreprise nous transmette les codes douaniers, la nomenclature produit, parce qu'évidemment, ça dépend du type de produit qui est envoyé. Donc, qui est à envoyer au Sénégal. Ce qu'on a voulu ajouter, c'est que les services vétérinaires qui font ces certificats sont à l'intérieur du port. Je vais rajouter ça dans la… Maintenant, vous avez des enregistrements, mais
Après, effectivement, la question est large là. Par exemple, l'importation de fer par bar, oui, vous avez aussi des enregistrements à faire pour le fer en bar diamètre 12 jusqu'à diamètre, de diamètre 8 à diamètre 12. Enfin, là, après, c'est une nomenclature douanière. Hein. Là, tout dépend de la nomenclature douanière, effectivement. Exactement. C'est vaste. Hein. Là, c'est très, très vaste. Mais on a voulu répondre en tout cas à cette notion parce qu'il y avait une question précise qui avait été posée sur la nutrition animale. Donc, on a apporté la réponse. Ensuite, donc, question d'ordre financier, d'ordre fiscal. Si l'on a un défaut de paiement, comment se faire rembourser? Classique, relance commerciale, mise en demeure, recouvrement judiciaire. Donc là aussi, je présume qu'il est indispensable d'avoir quelqu'un sur place si on ne peut pas se déplacer pour, je vous confirme. Pour engager toutes les démarches. Et je vais de manière très, très claire dire qu'il vaut mieux tout faire pour éviter de passer par le recouvrement judiciaire. Tout. Parce que ça n'aboutit jamais, c'est ça que tu veux dire? Super compliqué. Tout à l'heure, on était sur la partie administrative. On y est, hein, on est dedans. Le recouvrement judiciaire, on passe par l'administration. On va retomber dans des travers complexes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas défendre ses intérêts. Hein, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai évoqué à plusieurs reprises qu'on est dans un pays où tout ce qui doit être mis en œuvre, c'est la relation, l'approche sociale directe. Il faut toujours trouver, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Ici, vous multipliez cet adage, vous multipliez un coefficient 100. D'accord. Ensuite, on a des avocats, nous aussi, qui sont avec lesquels on travaille d'habitude. Hein, donc on a toute cette palette, je veux dire. En ce qui concerne les allégements fiscaux et les reports de charges, tu en as parlé précédemment. Il y a des mesures de l'État qui ont été mises en place. Tout à fait. Donc ça, on l'a évoqué tout à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. On arrive à la fin donc, de ce webinaire. N'hésitez pas. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, on reste à votre entière disposition par la suite, hein, soit par mail ou par téléphone. Toute l'équipe de BCI est à votre disposition. Vous avez vos chargés d'affaires sectoriels qui sont à votre écoute, les chargés de développement à l'international dans vos CCI territoriales qui sont là aussi pour vous aider. Alors, l'équipe BCI est là pour vous aider dans vos démarches commerciales, mais aussi dans vos démarches techniques et réglementaires. Vous savez que en CCI, vous avez des personnes expertes dans ces domaines-là qui peuvent vous aider sur le choix de vos incoterms, par exemple, à vous aider dans les démarches pour l'obtention de certificats, de labellisation, etc. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous avez les coordonnées de tout le monde dans cette présentation, les chargés d'affaires et donc les chargés de développement à l'international dans les CCI. Ici, vous avez les coordonnées de Philippe Fatou et Medoun à CIMO. Donc, n'hésitez pas aussi à les contacter. Vous retrouvez tout un tas d'informations sur les actus Covid sur notre plateforme BCI Info et sur la partie actualité de notre site web. Je vous invite vraiment à y jeter un œil très régulièrement. Les infos sont mises à jour quotidiennement et vous avez des fiches très, très bien faites par nos prestataires agréés à l'étranger sur la situation économique en période Covid dans différents pays. Donc, je vous invite vraiment à consulter ce site web et la page actualité de notre site. Dernière petite chose très importante, si vous ne l'avez pas déjà fait, on vous encourage vivement à vous inscrire à l'Open de l'International le 6 juillet prochain. Un Open un peu particulier puisqu'il n'aura pas lieu en présentiel comme les années passées. Cette 8e édition se déroulera en ligne et on vous propose exclusivement des rendez-vous B2B. C'est à vous, entreprise bretonne, de solliciter des rendez-vous B2B, soit avec des prestataires agréés à l'étranger faisant partie du réseau de BCI, soit avec des organismes régionaux et nationaux comme la DRAF, l'INPI, les douanes, etc. Donc, c'est vraiment vous qui avez les cartes en main, c'est vraiment à vous de jouer. C'est une belle opportunité pour vous d'échanger avec des experts tout au long de la journée. Il y a plus de 130 experts avec lesquels vous pouvez échanger. La démarche, comme d'habitude, est totalement gratuite et en ligne. Vous avez l'adresse du site web, donc opendelinternational toutattaché.com sur ce slide.
Je vous encourage vraiment à vous inscrire dès maintenant à cet Open en ligne. Les inscriptions se terminent le 30 juin prochain. Je vais vous remercier toutes et tous pour votre participation à ce webinaire. Merci beaucoup Philippe, Medoun et Fatou pour votre concours à ce webinaire et puis les réponses apportées aux différentes questions qui ont été posées. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. On reste à votre entière disposition. On a hâte de vous accueillir au Sénégal, le pays de la Teranga. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Prochain webinaire, le Mexique, la semaine prochaine, le 25 juin, toujours sous ce même format, questions-réponses, actu Covid-19. À très bientôt. Merci pour votre attention.